Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, votre prénom, me dire où vous êtes né, quand vous êtes né, et commencer à raconter en fait votre enfance juste avant la guerre? Bien, bon, moi je m'appelle Strauss, Richard. C'est un nom assez célèbre, mais enfin, dans ce temps-là, il n'y avait pas une médiatisation aussi énorme. Je ne pense pas que c'était... C'est pour ça qu'on m'a appelé comme ça. Je suis né en 1936 à Varsovie, des parents hongrois. J'insiste sur ça, ça a une importance primordiale dans toute mon histoire et même ma survie, quoi. Donc c'est à Varsovie que mon histoire commence, et au début de la guerre, en septembre 1939. Donc, vous avez 3 ans en 1939, donc vous n'avez quasiment aucun souvenir, j'imagine, de l'avant-guerre. L'avant-guerre, pratiquement pas. Je sais une seule chose, c'est que nous étions une famille bourgeoise, on habitait dans un très beau quartier, mais ça d'après les dires de ma famille, et puis d'après les papiers avec l'adresse où c'était situé. En effet, on habitait dans un quartier très luxueux, et on a habité le même immeuble que le prince Radziwiłł, donc ça dénotait déjà comment dire, une aisance. Voilà. Et puis on pratiquait pas, je savais pas ce que c'était israélite. On avait, en tout cas chez mes parents, on pratiquait rien du tout. Et que faisait votre père comme métier? Alors c'est par mon père que je suis hongrois, parce que ma mère est d'origine polonaise et elle a eu la bonne idée, je vous le dis, c'est-à-dire d'épouser un Hongrois, et par ce mariage, elle est devenue hongroise. Donc à ma naissance, je suis né hongrois, bien que je sois né à Varsovie en Pologne, j'ai jamais porté la nationalité polonaise. Et ça c'est très très important, ça, dans mon histoire. Donc, je me permets de reposer la question. Quel était le métier de votre père? Il faisait beaucoup de choses. Il était en mission à Varsovie parce que mes oncles, ses frères, surtout un des frères, avait une grande usine de pharmacie à Budapest, parce qu'ils étaient d'origine hongroise. Il est venu pour installer une succursale à Varsovie. Puis il touchait à pas mal de choses. Il faisait des affaires, il faisait des événements. Il était journaliste aussi pour la presse hongroise. Voilà, donc c'était un homme d'affaires et un journaliste. Il touchait un petit peu à tout, et voilà. Et vous étiez enfant unique à ce moment-là? Je suis, oui, enfant unique, oui. D'accord. Donc ensuite, en 1939, quelle est la part entre les souvenirs et ce que vous avez pu reconstituer? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors justement, en 1939, cette histoire prend une certaine tournure, justement à cause de la nationalité hongroise, parce que comme vous le savez, il y a les pays de l'Axe, et la Hongrie, avec le dictateur Horthy, faisait partie, comme le Mussolini, des alliés des Allemands. Donc, en septembre 1939, j'avais donc 3 ans et demi. Mon premier souvenir de la guerre est effroyable, dans le sens, on était dans une cave avec des gens et tout tremblait. Donc on était dans là où nous habitions, donc nous étions dans les caves, et il n'y avait pratiquement pas de lumière, il faisait très chaud, pourtant il faisait froid, mais il y avait tellement de monde, et il y avait des cris, vous savez, ça marque ça. Ça, je sais que j'étais effrayé complètement. Puis à un moment, on a quitté cette cave. Alors comment ça s'est passé? Après, j'ai reconstitué l'histoire. C'est qu'à un moment, il y a eu une trêve, et la radio a annoncé que tous les étrangers pouvaient quitter Varsovie, rejoindre leur pays, mais il fallait se rendre à un certain hôtel, l'hôtel Europejski, qui était dans Varsovie. Et ma mère l'a su avec un peu de retard. On lui a dit, mais Madame Strauss, vous ne restez pas ici avec votre enfant, vous pouvez aller à l'hôtel Europejski, comme ça vous allez pouvoir aller dans votre famille. Il y a une trêve, tous les étrangers peuvent quitter les lieux, surtout les étrangers alliés. Donc nous étions les alliés des Allemands. Et nous sommes sortis dans les rues en courant pour rejoindre cet hôtel avec ma mère. Et à un moment, comme on est parti très tard,
le bombardement a recommencé. Et on courait sous le bombardement. Et c'est la frayeur que j'ai pu reconstituer, parce qu'en effet, je me souviens de quelque chose d'épouvantable. On courait, puis à un moment, c'est mon premier souvenir de guerre, je pense. On va dans une rue, on arrive, et puis d'un seul coup, comme il y a un bâtiment qui s'écroule à 100 ou 200 mètres devant nous, et on doit faire marche arrière. Ma mère connaissait bien Varsovie, elle était née dans cette ville. Et en fin de compte, on a rejoint cet hôtel où il y avait un brouhaha, il y avait du monde, c'était plus le bombardement qui avait commencé. On nous a équipés avec, surtout avec une étiquette, chacun. Je sais que j'avais une pancarte, bon, c'est pas moi qui pouvais le lire, hein, mais il y avait le nom de chaque personne, de manière que s'il arrivait quelque chose, parce qu'on allait traverser les lignes allemandes, le front. Et en effet, on nous a chargés sur des camions qui n'étaient pas bâchés, je me souviens, on était debout là-dedans, je ne sais pas combien de personnes, plusieurs camions, et on est parti, on a traversé les lignes. Il y a des avions qui nous survolaient, ça bombardait de tous les côtés, je ne sais pas comment. Moi, je sais que j'étais mort de peur, et puis d'un seul coup, il y a eu un silence, c'était merveilleux, il n'y avait plus rien, et on est arrivé dans un lieu où il y avait des beaux soldats. C'était des soldats allemands avec sabriers. Ils nous ont pris dans les bras, ils nous ont descendus, ils nous ont donné à manger, à boire et tout. Voilà le premier souvenir réel de la guerre entre le bombardement, le chaos et puis cette tranquillité. Et puis là, on s'est retrouvés, je me rappelle, à un moment dans une grande ville avec des beaux drapeaux rouges, noirs, blancs, avec la croix gammée, il y avait un beau soleil. C'était à Berlin, on était dans les plus grands hôtels, tout est aux frais du gouvernement allemand. Le temps de nous rapatrier, parce qu'on ne pouvait pas aller directement à Budapest, surtout avec le front. Donc je me rappelle très bien d'être là dans Berlin, mais je ne sais pas où, mais c'était ensoleillé, il faisait beau, c'était une belle journée, c'était l'automne, hein, certainement, et avec ces drapeaux qui flottaient au vent, et des beaux drapeaux que j'avais jamais vus, et puis des gens bien habillés, tout était tranquille. Et après, nous, on a rejoint par des moyens détournés, avec des trains, je ne sais pas quoi. Ça a duré quelques temps, ça je ne peux pas vous le dire combien. On est arrivé à Budapest, où je retrouvais ma famille de mon père. Et vous n'étiez pas avec votre père à ce moment-là? Alors mon père, on va conclure cette histoire. Mon père, il a disparu depuis le début de la guerre. Alors, j'ai jamais compris très bien ce qui s'est passé, mais il semblerait, d'après ma mère, c'est toujours les informations, comme il était hongrois, il avait quand même des facilités dans des déplacements, les papiers, les passages, tout ça. Il a dû travailler avec la résistance polonaise ou quelque chose comme ça. En tout cas, il est devenu gênant et on lui a dit de partir, de rejoindre, de quitter Varsovie le plus vite possible et de partir, quoi. Il s'est enfui, mais il n'est jamais arrivé, on ne l'a jamais retrouvé. Il est parti, c'est ma mère qui m'a raconté, il est parti, mais pas par la même voie, mais on n'a jamais pu retrouver mon père. Donc on l'attendait à Budapest, tout le monde. Bon, moi, j'étais trop petit, 3 ans et demi, hein, mais ça c'est de l'histoire reconstituée. Et la seule chose que dans toute ma famille, ça m'a dit, bon, on a ton père, on n'a jamais pu le retrouver, savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on l'a fusillé? Est-ce il s'est échappé, il a été déporté, autre chose? On n'a jamais pu retrouver une trace. Donc mon père, dès le début de la guerre, il a disparu, donc je suis toujours resté avec ma mère. Donc nous étions à Budapest en 1939. Hein, au début, là-bas, il y avait des tantes, des oncles, mes grands-parents et des gens bien installés, villas, machin. On avait la belle vie, c'est-à-dire vraiment on manquait de rien. On m'a même mis dans une école hongroise, j'ai appris le hongrois, j'ai oublié le polonais, j'ai appris avec les langues. Et oui, surtout dans ma famille, on parlait surtout allemand, à cause de ma mère. Forcément, avec l'Empire austro-hongrois, ma mère parlait pas hongrois. Donc moi, j'ai appris l'allemand sans avoir pris ni une minute de cours d'allemand de ma vie. Je parle allemand. Et vous parliez avec votre mère? Non, je parlais polonais. Non, mais quand j'étais en Hongrie, c'était impoli, et puis même, je m'adressais à ma mère en allemand. Et puis en hongrois, je m'adressais un peu. Je mélangeais toutes les langues. Je sais que ça faisait beaucoup rire mes oncles, mes tantes,
comme maintenant je me rends compte, parce qu'on m'a raconté tout ça. Mais je me rappelle un peu parce que j'avais quelques difficultés, parce qu'on me parlait beaucoup allemand, et puis comme j'allais en classe, j'allais dans une école, une petite école, j'avais 4 ans, donc on m'avait mis dans une école, mais moi je ne connaissais pas le hongrois, mais on apprend très vite. La même chose, c'est comme je vous raconterai, quand je suis venu en France, je connaissais rien en quelques mois. Quand on est jeune, on a son cerveau, c'est comme une éponge. Alors j'ai parlé plusieurs langues durant ma prime jeunesse. J'oubliais l'une après l'autre, je parlais le suédois. Vraiment, en fonction de mes itinéraires, voilà. Et donc vous allez à l'école en 40. La Hongrie est alliée des Allemands. Oui, donc, alors, ce qui se passe, c'est que ma mère voulait retourner à Varsovie pour aider ses parents. Une fois que tout était terminé, la Pologne était occupée, ma mère, contre la volonté de toute la famille hongroise, de côté de mon père, a dit il faut que je revienne à Varsovie. J'ai mes parents là-bas, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. C'était pas comme aujourd'hui, on ne pouvait pas se téléphoner aussi facilement et tout ça. Maintenant, je comprends mieux. Et donc, on était sans nouvelles, ou elle savait quoi, les nouvelles, je ne sais pas quelles nouvelles ils avaient. De toute manière, certainement qu'il y avait des persécutions, il y avait autre chose. Donc, il y avait une certaine urgence. Donc, contre la volonté de toute ma famille, on est revenu à Varsovie en 1940. À peu près plusieurs mois, pratiquement un an après la fin de l'occupation allemande au début de septembre. Je ne peux pas vous dire exactement la période de laquelle. On est revenu à Varsovie et ma mère a voulu retrouver son appartement de la rue Moniuszki et elle est arrivée là-bas. Je me rappellerai toujours, il y avait des Allemands. Et ma mère avait quand même, tout au long de cette histoire, je vous en parlerai, un caractère extrêmement fort, une très belle femme, parlant parfaitement l'allemand, ne connaissant pas un mot d'yiddish. Dans la famille hongroise, on n'était pas du tout pratiquant, bien que je me suis aperçu après, en décodant certaines choses, qu'il y avait quand même quelque chose, il y a un Shabbat ou autre chose par là, mais très peu. Donc, moi, ni une ou deux. Elle a été à la Gestapo, au quartier général, exigeant la récupération de l'appartement, en disant qu'elle était hongroise et qu'elle revenait avec un enfant et c'était son appartement. Comme dit, c'est fait, avec les excuses de la Gestapo, on a déménagé tout, on lui a rendu l'appartement. Et c'est pas qu'une seule fois, elle a fait plusieurs fois, on a fait des choses. Ma mère avait le principe de s'adresser toujours au bon Dieu, comme elle disait. Elle ne s'adressait pas aux subalternes, et puis elle avait un culot, une très forte personnalité qui a toujours joué toute sa vie, qui lui a servi, qui m'a desservi, qui m'a servi, si on veut. J'en ai souffert un peu, mais grâce à ça, j'ai pu avoir certains avantages. Donc, on a repris notre vie, et en effet, mes grands-parents étaient dans le ghetto de Varsovie. Et là, j'ai des souvenirs aussi. J'y étais 1 ou 2 fois dans le ghetto, parce que nous, on allait au ghetto avec le Ausweis, on traversait. On rentrait, on sortait comme voulait ma mère. Et ma mère allait très souvent. Et moi, dans les premiers temps, elle m'a amené 1 ou 2 fois. Mais ce qui m'effrayait terriblement, et j'ai encore le souvenir, d'abord le contrôle à l'entrée. Avec les Allemands, ça cliquetait de tous les côtés, les bottes, les machins, les mitraillettes, les portillons. Je ne sais pas, il y avait une ambiance de... J'étais effrayé. Et puis alors, le second, c'était encore pire, c'est que nous étions, une fois dans le ghetto, on était très différents des gens de l'intérieur. On était habillés convenablement. Et on ne portait pas des brassards avec Magen David. Et dessus, tout le monde, je ne sais pas, c'est peut-être pas méchamment, mais ça m'effrayait. On se faisait remarquer, tout le monde nous regardait. Et j'étais qu'1 ou 2 fois dans le ghetto et on ne m'a plus amené parce qu'il y avait ma grand-mère qui était là. Mon grand-père est mort très vite. Je l'ai à peine vu. Mais ma grand-mère, donc, est restée. Donc, c'est ma mère qui allait dans le ghetto toute seule et moi, on me faisait garder. Il y a une babysitting où j'y allais chez des gens. Mais je n'ai qu'un souvenir et en effet, c'était... Ma mère a confirmé cela, que j'avais très peur dans ce ghetto qui était vraiment très bruyant, sale, par rapport à nous qui venions de l'autre côté de la barrière.
Et puis il y avait une foule, il y avait du monde, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, je comprends qu'ils étaient entassés les uns sur les autres. Donc ma mère faisait fréquemment des allers-retours, elle apportait à manger, et sans faire exprès, elle a même aidé à la confection de la fausse monnaie allemande. C'est-à-dire, les Allemands, à un moment, ils ont dit qu'il fallait convertir tout l'argent en zloty, c'est-à-dire les faire tamponner par la Reichsbank. Et c'était fait exprès justement pour que tout le monde ne puisse pas officialiser l'argent. Et elle avait un cousin là-dedans qui lui a donné de l'argent pour qu'elle l'officialise à l'extérieur, ce qui était très facile pour ma mère. Et grâce à ce tamponnage, tout ça, ils auraient fait des faux tampons. Et elle l'a su ça à Paris en 1953-55, quand on l'a revu et lui a dit « Maintenant, il faut que je te dise quelque chose. Tu nous as bien rendu service parce que comme tu nous as apporté les zlotys tamponnés, avec ça, on a pu refaire des tampons et on s'est tamponné comme nous-mêmes, comme les Allemands. » Vous voyez, c'est des histoires comme ça, mais ces passeports, c'était un sésame, je ne peux pas vous dire, qui nous a servi pendant des années, pendant des années, hein, jusqu'au moment où on touche aux Juifs hongrois. On était des alliés des Allemands. Et nous, on portait un nom Strauss. En effet, il y a des Strauss catholiques, il y a des Strauss, on avait le premier ministre bavarois, là, Strauss en Allemagne, il y a des Strauss de deux côtés. Et moi, j'ai évolué dans un monde qui n'était pas spécifiquement israélite, et je n'en savais absolument rien, d'abord ce que ça existait. Parce que moi, avec mes petits copains polonais ou allemands, parce que tout à l'heure, je suis entouré des petits copains allemands, on allait à l'église. Quand on passait devant une église, on se signait, ou quand je rentrais dans l'église, moi je rentrais, je priais pour que ma mère, tout ça, avec mon père, et puis je trouvais ça beau, ça m'inspirait. Puis je disais à ma mère, tu sais, j'étais à l'église, j'ai prié pour toi, pour que le bon Dieu nous aide. Ma mère a dit, c'est très bien, tout ça, bon, ben, c'est tout. Et pour moi, catholique, je vivais dans le monde catholique, oui, surtout en Pologne. Alors, si je peux me permettre, vous allez peut-être poser, c'est pas fini cette histoire, c'est que là où on habitait à Moniuszki, c'était très mal placé. Les Allemands trouvaient que c'était pas convenable d'habiter dans un quartier qui n'est pas sous le contrôle des Allemands. Et ils nous ont proposé de nous déménager dans un quartier où il n'y avait que des Allemands et des ressortissants des pays amis, de les regrouper autour du quartier général de la Gestapo, de Frank, qui était pas loin, qui s'appelait Schuchau, le quartier général, le General Government. On était à quelques centaines de mètres de là. Et on a aménagé dans un appartement fourni par la Gestapo. On habitait dans cet immeuble où il y avait une majorité allemande, Gestapo et tout ce qui s'ensuit. Donc mes petits copains de jeu sont devenus des copains de Gestapo. Et donc je parlais allemand aussi. Donc je connaissais quelques bribes d'allemand qui m'ont servi. Et moi, je me souviens très bien de jouer dans les appartements de mes petits copains où il y avait le portrait d'Hitler. Maintenant, je sais que c'est Hitler, mais je me souviens d'un portrait d'un monsieur qui était avec une moustache. Bon, et ce qui m'avait frappé dans ces tableaux ou ces photos, c'est que quand le père arrivait, quand il rentrait, il signait Heil avant d'embrasser son fils et me caresser et me dire bonjour. Donc j'évoluais dans un monde tout à fait aseptisé, je ne savais rien du tout, je jouais. Moi, ce qui était beau, c'était le spectacle des défilés de troupes allemandes. On se mettait au bord du trottoir avec mes petits copains et on regardait. Ah, tiens, celui-là, il a sa jambe qui se lève un peu plus. Vous voyez, on vivait hors du temps. Maintenant, je me rends compte, c'était une période, je sais pas, comment vous dire, pendant que de milliers de gens étaient exterminés et souffraient même le ghetto de Varsovie, moi, j'avais une vie normale, on mangeait normalement, donc ça a dû compter aussi dans ma survie après, on manquait de rien, parce qu'on avait donc des cartes d'alimentation ou des magasins d'accès, comme les PX américains, nous, c'était les Allemands, donc on était traités comme les troupes d'occupation. Et ma mère poussait ça encore beaucoup plus loin, c'est que dans les tramways à Varsovie,
il y avait une partie réservée à la race supérieure, qui était à l'avant. Mais on y allait toujours là-dedans, et quand il n'y avait pas de place, ma mère rentrait, les Allemands très polis lui cédaient la place à une dame avec son enfant. Hein, quand j'avais 4, là j'avais 4 ou 5 ans, donc on avait toujours de la place. Il y avait des contrôles, mais aussitôt que ma mère sortait son passeport, les soldats allemands, la Wehrmacht ou la Gestapo qui contrôlaient, la saluaient, s'excusant. Gnädige Frau. On était toujours vraiment... vous voyez, nous... C'était incroyable. Maintenant, je me rends compte, pas sur le moment, parce que je l'ai vécu. Mais quand je raconte, mon histoire, c'est pour ça qu'elle est très différente. Si vous voulez, surtout là, le début, c'est complètement dingue. Comme on dit, on vit la vie des occupants. Et sans me rendre compte, ma mère, elle s'est rendue compte que c'était sa survie. Il fallait en profiter. Mais moi, donc j'étais... D'abord, je pouvais rien... Vous ne pouviez pas avoir conscience à ça. Oui, moi, je ne pouvais pas avoir confiance. Je vivais normalement, puis je faisais rien d'anormal. On n'avait rien à cacher. Mais il n'y avait aucun moyen, donc, de connaître votre identité juive. Enfin, Je pense qu'il les connaissait. Mais on ne touchait pas aux ressortissants, aux citoyens de certains pays. Si vous étiez Suisse, par exemple, Américains, tant qu'ils n'étaient pas en guerre, n'est-ce pas? Ils ne touchaient pas. Donc on le savait parce que il est arrivé lors de notre survie dans ce monde artificiel qu'il y a des Juifs qui sont venus nous arrêter. Des gens qui collaboraient. Ils étaient Juifs pour moi parce qu'ils parlaient yiddish, ils provoquaient ma mère en yiddish, ils étaient très impolis. Et il a rouspillé, il les laisse pas. Ils nous ont embarqués à la Gestapo. Ça, je me souviens bien. J'ai eu peur, là. J'ai eu peur parce que d'abord, les gens étaient très, très agressifs. Et ça se sent. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Hein. Et ma mère avait du mal aussi. Puis on nous a, sans ménagement, on nous a pris, on nous a amenés à la Gestapo, comme on n'habitait pas loin. Et puis là, il est arrivé une chose dont j'ai le souvenir vraiment parfait. C'est que moi... on était dans une salle, il y avait plusieurs Allemands, il y avait les 2 personnes que j'appelle les 2 Juifs, et puis il y avait un Allemand qui contrôlait nos papiers, et moi j'étais pris sur les genoux d'un Allemand qui voulait m'offrir des bonbons. Et je me suis mis à hurler, à pleurer, parce que j'avais peur de l'Allemand, et ma mère m'avait dressé que je n'accepte jamais quoi que ce soit de quelqu'un dans la rue. D'un étranger, jamais, parce qu'il y avait, il semblerait à Varsovie, des bonbons empoisonnés ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Donc j'ai pleuré. Et puis de l'autre côté, ça hurlait, les 2 Juifs, entre guillemets, parce que pour moi ils parlaient yiddish et tout ça, se faisaient engueuler. Et en effet, ils se sont fait remonter, parce qu'ils nous avaient arrêtés, et ils n'avaient pas le droit, étant donné qu'on était des Hongrois. Et on nous a relâchés avec les excuses de la Gestapo. On voulait nous raccompagner même à la maison. Mais ma mère m'a expliqué après, comme on habitait à côté, puis elle n'avait pas envie de revenir avec une voiture entourée par la Gestapo. On habitait par quelques centaines de mètres. Donc, voyez, je pense qu'ils le savaient, on était sur la liste. La preuve, c'est que quand on a commencé à embarquer les Juifs hongrois, on a été pris dans la nasse. Donc, on était quelque part noté en attendant que ça devienne possible. Donc, on nous laissait. Les Allemands sont très ordonnés, ils exécutent les ordres, ils avaient les ordres, donc ici il y avait peut-être des Juifs, mais ils étaient hongrois, d'abord hongrois. Et bon, c'était la logique même, hein. Je trouve que c'était une religion. Moi, c'est comme ça que je le conçois même aujourd'hui. Je suis d'abord français, de confession israélite, voilà, c'est tout. Mais je ne suis pas juif d'abord et des confessions françaises, ou je ne sais pas, quelque chose, ça ne tient pas debout. Voilà. Voilà mon histoire un peu, vous voyez, qui est assez... Excusez-moi. Je vous écoute. Ben, je voulais savoir comment, justement, ça s'est passé, parce que les Juifs hongrois, donc, ont été menacés, disons, pris dans la nasse en 1944. Donc, oui. Donc, vous avez vécu à Berlin jusqu'en cette période? J'étais à Varsovie, on est revenu. À Varsovie, pardon. Ouais, étant donné que, bon, au début de la guerre, on était à Varsovie, de Varsovie à Budapest, de Budapest de retour de nouveau à Varsovie pour sauver mes grands-parents, et puis ma mère voulait
retrouver ses affaires. Vous voyez comment. Et elle ne pensait pas que ça serait aussi dangereux. Et même pour moi. Parce que ça, c'est le destin. C'est que ma famille hongroise avait proposé à ma mère en disant « Laisse-nous Richard, on va s'occuper de lui. Toi, tu vas toute seule. Tu vois ce que tu peux faire et tu reviens. Mais en tout cas, il peut rester ici. C'est quand même moins dangereux. On va s'occuper de lui. Et ça sera plus tranquille. » Et ma mère avait un principe. Non, Richard sera toujours avec moi, quoi que ce qui nous arrive, peu importe, au moins je saurai ce qui lui arrive. Et lui dit, et ça c'est un peu le destin, elle a bien fait, parce que je devais être mis à la campagne, je suis après donc la guerre, avec un petit cousin qui s'appelait Thomas, un cousin de côté de mon père, un garçon de mon âge. Et on voulait nous mettre à la campagne, chez quelqu'un. Et ce garçon a été mis là-bas, et il a été déporté à Auschwitz, et il est mort. Et moi, bon, j'étais déporté, mais plus tard, mais ma mère disait, s'il nous arrive quelque chose, on sera toujours ensemble. Et ça va se vérifier une deuxième fois, une fois qu'on est arrêté, on va être séparés, et ma mère va faire les démarches nécessaires auprès des Allemands pour me récupérer, et j'étais libre. J'étais libéré, et ça je vous raconterai dans ma deuxième phase, là, une fois qu'on est arrêté. Voilà. Donc, si vous voulez, on est à Varsovie jusqu'à 1943-44. C'est à peu près là. C'est là qu'on nous arrête. Et notre arrestation, qui a lieu à l'automne, je me rappelle pas c'était quelle période, mais je sais que c'est à l'automne 44, je pense. Ça, je me souviens parfaitement, parce que je l'ai senti. Quand je descendais tous les matins chercher du lait dans un petit pot en alu chez le crémier d'en face. Hein, et là, un matin, je descends, et je vois une voiture noire devant la porte avec deux messieurs, comme on les voit au cinéma, mais c'est du vrai, avec des mentons cuir, je sais pas quoi, qui cherchent sur la liste des locataires de l'immeuble. Puis je me dis, mais c'est peut-être qu'ils nous cherchent. Et je me suis dépêché, j'ai couru chez le commerçant en lui demandant vite de me remplir mon petit lait. Lui, il était même surpris. « Mais t'as l'air pressé ?» Je dis « Oui, je suis très pressé. On m'attend. » Et je suis revenu à la maison et j'ai vu ces Allemands étaient assis tranquillement dans le salon. Alors ma mère était toute tranquille. Alors elle m'a dit ces messieurs sont venus nous chercher, on doit vérifier des papiers. Bon, on était habitués. Hein. On va prendre le petit déjeuner. Parce que je n'avais pas pris le petit déjeuner. Mais moi, j'avais l'estomac noué. Et donc, on a été dans la cuisine. Et ma mère a préparé mon bol de lait chaud. Ce bol est très important et j'en ai des souvenirs encore aujourd'hui. Pourquoi? Vous allez savoir tout de suite. C'est que je n'ai pas pu boire ce bol. Je déversais tout ça dans le lavabo, dans l'évier. Et ce bol m'a toujours manqué. J'ai toujours pensé quelle bêtise, quelle idiotie j'ai fait d'avoir pas bu. Et encore aujourd'hui, je me souviens de ce bol de lait qui est devenu très symbolique, qui m'a tellement suivi. C'était un rêve de l'avoir. Et moi, je l'avais jeté dans l'évier. En effet, parce que je ne pouvais pas, vous savez, quand on est... Donc j'avais une prémonition, je ne sais pas comment dit-on ça. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. En effet, on nous a gentiment amenés jusqu'à la voiture, et puis d'un seul coup, on est devenu très brutal. C'est assez caractéristique, très gentil, tout ça. Et même moi, on me caressait la tête, mais une fois dans la bagnole, tac, avec des cris, puis on est arrivé à la Gestapo, et puis là, on n'est plus ressorti. On est resté parmi des gens, des cris, tout ça. On nous a chargés sur des camions et on nous a amenés à la prison de la ville, la prison qui s'appelle Pawiak, qui est en ruine actuellement à Varsovie. Il reste qu'une partie de ça. Et c'était mon premier séjour d'interné dans la prison de Pawiak avec les femmes et les enfants. Alors j'avais quand même, mettons, depuis 1944, donc 8 ans. Oui, 8 ans. Oui, 44. Oui, 44, oui. Oui, j'avais 8 ans.
Donc comme j'étais jeune, donc tous les jeunes enfants, ils étaient avec leur maman. Je n'ai pas de souvenance d'homme dans cette prison qui était surbookée, comme on dit actuellement. Il y avait plein de monde et puis des cris, surtout des gens qui se sont fait aussi torturer, qui revenaient pas. Il y avait une ambiance terrible de peur, de contrainte. Mais les enfants, on avait un avantage, c'est qu'on pouvait sortir de la cellule quand on voulait. Il suffisait de taper à la porte, de dire je vais me sortir jouer dans la cour. On nous ouvrait la porte et on se retrouvait tous dans la cour. C'est aussi drôle que ça puisse paraître. On jouait dans la cour, on jouait au bonhomme de neige. Ça, je me souviens parce qu'à Varsovie, au mois de novembre, tout ça là. Donc, et entre autres, on a fait la connaissance d'un vieux soldat de la Wehrmacht qui nous apportait en douce du chocolat et des bonbons. Ben oui, le pauvre, il était là dans la cour. Je pense qu'on devait lui faire, quand il nous voyait, il pensait à ses petits-enfants ou ses enfants aussi. Hein? Mais malheureusement, il n'est pas resté longtemps. Il y a quelques temps, je ne peux pas dire la durée, mais il nous approvisionnait en bonbons. C'était un des prétextes pour sortir, en plus, parce que c'était une denrée rare, bonbons. Je me souviens des sucreries, alors ça devait être certainement des bonbons, je ne pense pas du chocolat, parce que le chocolat... Voilà la petite mésaventure, la petite cerise sur le gâteau qui nous apportait quelque chose d'humain dans ce monde de fous, de cellules. Parce que ce qui était terrible, c'est les hurlements, les pleurs, les souffrances des gens, et souvent à suite des tortures. Parce qu'ils appelaient des gens, et puis ils revenaient à moitié amochés, à moitié gémissants et tout ça. Donc dans cette ambiance pendant des mois. Et à un moment vers Noël, on a libéré tous les enfants. Vous étiez avec d'autres juifs hongrois ou des... Je pense, oui, il y avait d'autres juifs hongrois, il y avait d'autres enfants, entre autres des juifs hongrois, et d'autres enfants, mais surtout pas polonais, pas tellement, mais parce que les Polonais, c'est le ghetto. Donc dans cette prison, il y avait des enfants, je ne sais pas comment on se comprenait, moi je sais qu'on parlait pratiquement tous polonais, allemand un peu. Donc à un moment, on nous a libérés, on a libéré tous les enfants de la prison. Et je me suis retrouvé avec plusieurs de mes petits copains, copines, chez une dame qui nous a reçus à plusieurs et qui nous dispatchait dans les familles, dans les différentes familles qu'on devait retrouver. Et nous, ma mère et moi, on n'avait personne à Varsovie. Plus personne. Il y avait, je pense que même ma grand-mère était morte déjà dans le ghetto. Et j'avais pas de famille, moi. La seule famille que j'avais, c'est à Budapest. C'était impossible. Donc je me suis retrouvé seul chez la dame. Et je me souviens, vers Noël, elle m'a offert un jouet. Je ne sais pas quoi. Elle s'est occupée de moi. Je suis resté tout seul, je m'ennuyais. Parce que je trouvais personne où elle m'aurait placé. Et puis un jour, elle est venue me voir, elle me dit « Tu vas revenir voir ta maman ». Et on a établi des papiers pour moi. Et on m'a mis sur une charrette où il y avait des pommes de terre en livraison. On livrait des pommes de terre pour la prison. J'étais avec le charretier, moi à côté avec tous mes papiers, avec des tampons. Et on est revenu à la prison, je me rappelle, avec les contrôles d'entrée. J'ai retrouvé ma mère. Bon, je suis après que c'est ma mère qui a fait toutes ces démarches pour de me récupérer, toujours par le même principe. Si on doit disparaître, qu'on disparaisse sans moi. Elle me dit, moi je ne peux pas vivre sans savoir ce qui devient mon fils. J'étais le fils unique, j'avais une mère en plus qui, on pouvait dire, c'est la vraie mère juive, possessive, mais enfin, ça se comprend, elle avait perdu mon père, son mari, moi j'étais sa raison de vivre et moi je vivais grâce à elle. Et ça sera pendant toute la longueur de notre captivité, ce qui nous a sauvés réciproquement. Parce que moi, grâce à elle, grâce à son énergie, et qui n'a jamais se laissait aller, de ne pas se laisser aller, justement. Et elle, par sa raison de me pousser et puis de s'occuper de moi, là, c'était la même chose. Elle m'a récupéré, je pense qu'elle a bien fait, parce que je ne sais pas chez qui j'aurais pu aller.
Et après, Varsovie a été rasée et tout, peu importe qu'on soit juif, pas juif, à un moment, vous savez, ça, c'était quand même un pays qui a subi, comme un pays slave, comme tous les pays slaves, ça a été vraiment l'extermination, l'Holocauste. Donc vous vous rappelez, vous retrouvez votre mère dans la prison? Ah oui, ça, j'étais très heureux, moi, de la revoir. Moi, je voyais pas. Je pense, si je peux me mettre à la place d'un garçonnet de 8-9 ans, retrouver ma mère, moi, d'abord, j'étais tout seul chez la Polonaise, une dame charmante, très gentille, mais revoir ma mère, c'était une grande joie, bien que ce soit dans la prison, mais bon, dans la prison, j'étais habitué, j'ai retrouvé quand même un lieu bien qui était exigu un petit peu, on était les uns sur les autres, mais au moins j'étais avec ma mère qui s'occupait de moi. C'est la protection, je dirais même, et c'est vrai, c'est la protection de ma mère. Donc je n'ose pas le dire, un bon souvenir, entre plusieurs guillemets. Hein, c'est un peu le destin, je dirais toujours, qui nous a poussés l'un vers l'autre et qui nous a permis d'avancer. Donc vous voyez, toute cette période avant l'internement, c'est toute une période assez particulière où on a vécu quand même, pas inconsciemment, mais enfin, ça nous a beaucoup aidé pour la suite. Parce que ça nous a autant retardé les souffrances, les privations. Et je pense que chaque jour de gagner, c'est chaque jour de gagner. Hein, parce qu'à la fin, vraiment, c'était à quelques jours près, je ne pense pas que j'aurais pu tenir le coup encore, en s'affaiblissant. Donc, ce passeport hongrois, que j'ai la photocopie j'ai retrouvé une photocopie chez mon oncle à Budapest, je garde précieusement. C'est un truc fantastique. Et la photocopie de la première page où on me voit dans les bras de ma mère, parce que la photo, c'est un passeport pour nous deux. C'est marqué, donc, c'est un passeport du Royaume de Hongrie, rédigé en français et hongrois, parce que la langue diplomatique, c'était français. Alors, j'ai la première page, je peux vous dire, c'est un document le plus extraordinaire que je puisse avoir, parce que vraiment, comme je disais à mes enfants, vous voyez, le passeport de la vie, c'est le passeport de la vie, ça. Grâce à lui, je suis là, et vous êtes là, avec moi. Et ça, c'est vrai, ça. Donc vous êtes resté combien de temps à peu près dans cette prison? Je sais qu'après Noël, donc on n'est pas resté très longtemps après mon arrivée, parce que j'ai pas un souvenir. On est vite parti, on est parti à Ravensbrück. Je me suis retrouvé dans un grand camp. Dans quelles conditions vous avez... Je vais vous arrêter. Bon, vous voulez... de transport entre la prison et Ravensbrück? Je ne me rappelle pas tellement parce que ça s'est passé relativement bien. Non, mais maintenant je le sais, les peu d'enquêtes que j'ai pu... C'était des transports de femmes, d'enfants entre la prison de Varsovie et Ravensbrück en quelques jours. C'était sans trop de souffrance. Parce que, par contre, le deuxième transport, quand on est parti de Ravensbrück, était plus dur. Ça s'est moins bien passé et j'ai un vague souvenir des souffrances. C'était de la dureté parce qu'on était dans des wagons à bestiaux, plein de gens. Mais en fin de compte, ça s'est fait sans encombre réel. Moi, mon ressenti à moi. Hein, je ne garde pas un grand souvenir. Par contre, dans le camp, on avait quand même des appels. On passait des heures dehors. Les réveils étaient brutaux, à coups de fouet quand quelqu'un ne sortait pas du lit en espace de 3 secondes. C'était parce que ma mère allait travailler à l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, mais elle partait avec des commandos comme ça le matin, donc elle revenait. Moi, dans la journée, je traînais dans le camp, assez désœuvré, je retrouvais d'autres enfants. Et c'est comme ça que j'ai même côtoyé des Français. Parce que je sais que c'était des Français, je les aimais beaucoup. En plus, ils recevaient des colis de Croix-Rouge, de la Croix-Rouge. Donc, ils avaient des petites sucreries ou des petites choses à donner. Et dans ce camp,
on souffrait pas vraiment de faim même. Même les enfants avaient des rations supplémentaires, je me souviens. À Ravensbrück. À Ravensbrück. Si vous voulez, donc c'était... Mais tout est relatif, parce que là, je suis obligé de parler... Je relativise par rapport à ce qui m'attendait après. Parce qu'après, c'était l'enfer. Donc, des fois, quand je fais un speech, je témoigne aux enfants, je dis, bon, c'était un bon... C'était un bon camp, tout est relatif. Hein. C'était une vie normale. Il y a ma mère qui en souffrait, et les appels. Les appels, et le plus dur encore, c'est quand, lors des appels, ils choisissaient au hasard des femmes ou des enfants, ils les séparaient. Alors là, ma mère m'avait bien dressé comme un chien, je bougeais pas. C'était le principe de ne pas me faire remarquer, de ne pas hurler, de ne pas avoir peur. Et quand il y avait ces sélections, entre guillemets, où les gens hurlaient, où les femmes s'accrochaient aux enfants, où les Allemands, à coups de crosse, les séparaient, je devais rester indifférent. Et c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs fois, j'ai assisté à des scènes, mais alors, comme s'il y avait le poteau à côté de moi, on pouvait tuer quelqu'un devant moi, je n'aurais pas bougé. J'étais dressé comme ça, mais j'étais effrayé complètement. Hein. Mais je crois que c'était la peur à sa puissance maximale qui me neutralisait complètement. Et par là même, ne me faisait pas remarquer. Parce que le principe de ma mère me disait après, il ne faut pas se faire remarquer. Il faut passer à travers. Donc ces moments très difficiles du camp, c'est les seuls moments difficiles, et encore d'autres que je vais vous raconter, maintenant ça me revient. J'allais oublier. Donc, ces appels, ces heures passées dehors, une partie de la nuit ou une partie de la journée, il faisait froid, où il ne fallait pas bouger, où il fallait surtout rester noyé dans la masse, ça c'était terrible. Et puis, vers la fin du camp, on est resté que quelques mois à Ravensbrück, nous avons été versés dans une baraque où il n'y avait que des femmes sur lesquelles on faisait des expériences médicales. Alors dans ces baraques, comme dans d'autres baraques, les toilettes, les lavabos se trouvaient au milieu, c'était une partie commune où on allait se laver tous. Et moi j'y allais comme tout le monde hein, pour faire sa toilette. Et là c'était un enfer. On voyait toutes ces femmes qui venaient nettoyer leurs plaies, qui hurlaient. Alors moi j'avais très peur, mais il fallait bien y aller de temps en temps, c'était horrible. Même la nuit on dormait très mal parce qu'il y a des gens qui souffraient. Et on leur avec des plaies qui suintaient, c'était horrible, de tous les côtés, poitrine, machin, je sais pas, je voyais, le corps humain n'a plus d'image quand on est même comme ça, parce que combien de fois nous étions nus, hein, les femmes, les enfants, bon les enfants c'est tout à fait normal, mais les Allemands mettaient nus, combien de fois on se faisait, par exemple, on allait à une douche, on nous foutait nus, et puis ils se promenaient avec leurs chiens et généralement, c'est des femmes, les SS, qui passaient en revue. Ils nous laissaient pendant des heures. Pour moi, c'était des heures, c'était peut-être des minutes. Hein, mais une minute, c'était déjà trop long. Il y a une scène qui me revient aussi, quand on est arrivé à Ravensbrück. Ils faisaient des fouilles très intimes. Ils couchaient les femmes. Je me rappelle, j'étais avec les femmes, on était tout nus, et ils fouinaient dans le vagin pour voir s'ils n'avaient pas caché des bijoux. Parce qu'il y a des gens, parce qu'avec un bijou, on pouvait éventuellement se sauver la vie. Il y a des gens qui avaient caché moi, je ne connaissais pas ça, alors ils allongeaient, vous voyez, donc on poussait la dégradation humaine jusqu'à le fond de la chose. Bon, moi, j'étais un enfant, je voyais ça comme un... Mais maintenant, je me rappelle toutes ces queues, tous ces moments passés nus, tous ces moments à nous humilier. Voilà, donc je reviens donc à cette baraque où il n'y avait que des expérimentations. C'était horrible, c'était très dur, parce que ça ne s'arrêtait jamais. Les gémissements, c'était nuit et jour. Et encore une chance, ma mère n'a pas été touchée. On n'a pas eu le temps, entre guillemets, de l'expérimenter, parce qu'on a été
déportés vers Bergen-Belsen. C'était donc vers la fin déjà, hein, parce que... Ils évacuaient. C'était l'évacuation. C'est-à-dire, une partie des femmes et enfants, on a transporté sur Bergen-Belsen. Donc je me suis retrouvé dans ce camp au début de 1945, dans cette période présente. Là, actuellement, on est en janvier, donc je pense en janvier-février, j'étais là-bas. Donc forcément, avec l'avancée des troupes alliées des deux côtés, avec l'affolement des Allemands, Bergen-Belsen est devenu un camp pas de transit, mais de versement, parce que ces camps-là, il était un dépotoir. Hein, il y a des gens de Ravensbrück, de différents camps, on se retrouvait, je me rappelle, on dormait les uns sur les autres, il y avait un monde fou. Et en effet, il s'avère, d'après la documentation que j'ai pu avoir, que la population avait quintuplé là-dedans. Et en plus, on n'avait pratiquement plus rien à manger. Même le peu de manger qui arrivait, il fallait le répartir entre les gens qui étaient là. Donc un nombre excessif. Voilà. Donc on s'est retrouvé à Bergen-Belsen. Et ça, c'est un camp horrible. Et c'est là que le rôle de ma mère a été vraiment primordial pour me secouer, pour me pas laisser aller. Tout seul, je ne pense pas qu'on puisse pouvoir. Et même, c'est une question de résistance humaine et de volonté. Et c'est là la volonté de ma mère de s'accrocher, de me forcer de ne pas me coucher, d'aller essayer de voler à manger, de ne pas me laisser tranquille. Je suis arrivé même à détester ma mère parce qu'elle ne me laissait pas tranquille. Moi, j'avais envie d'être tranquille, de dormir, de mourir. Et ma mère était toujours dessus sur moi. Et maintenant, j'ai compris pourquoi. Donc, ça me forçait. Et moi, je me forçais avec les autres aller gratter la terre, aller dans les côtés blocs de cuisine pour essayer de trouver quelques épluchures de quelque chose, de pommes de terre ou épluchures des racines, n'importe quoi. Alors, en plus, on était habillés avec des sabots en bois. C'était horrible parce que quand les Allemands nous chassaient comme des mouches avec coups de fouet, on n'arrivait pas à courir avec les sabots en bois. C'est pour ça que les sabots en bois, pour moi, chaque fois que je vois, c'est des belles images hollandaises et tout ça, je ne peux pas... D'abord, le souvenir me revient tout de suite. Secondo, pour moi, les sabots en bois, c'est une connotation terrible, quoi. Ça me rappelle les moments où j'ai essayé de fuir comme une mouche, comme un animal. C'est là qu'on arrive... pourtant, j'étais petit, j'avais donc en 44, 8 ans et demi. La survie, c'est terrible, on devient comme un animal. La seule chose qui me tenait, c'était à manger. Et après, quand il n'y avait pas à manger, dormir. On ne disait pas le mot mourir, je ne pense pas, parce qu'on ne savait pas. Laisse-moi tranquille, je voudrais dormir, je voudrais me reposer. Et ça, c'était la mort, si quelqu'un se laissait aller. Et ma mère, par sa volonté, je pense que elle m'obligeait de bouger, de brouiller, de rester en action toujours. Et elle, donc, elle avait une raison de vivre, donc c'était moi. Et moi, grâce à elle, je pouvais survivre, comme on dit. Parce que vers le mois d'avril, parce qu'on a été libéré le 15 avril 1945, on n'avait pratiquement plus rien à manger. C'était quelque chose de... Les gens mouraient comme ça de faim, c'était rien. Et vous-même, on s'affaiblissait. Moi, je peux vous dire, au moment de la libération, je ne marchais plus. Et vous voyez, des fois, c'est toujours le destin, et j'y crois. Grâce, c'est peut-être le mot, parce que je n'arrivais pas à me tenir debout, ça m'a sauvé la vie. Ça peut vous étonner. Pourquoi? C'est que le jour de la libération, de la libération du camp, c'est aussi un souvenir très fort. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que je ne savais pas, je ne me rendais pas compte. On était tous allongés, on crevait de faim, on était là. C'était une assez belle journée. Et puis j'entendais qu'il disait, il y a des femmes qui disaient, il y a des drapeaux blancs. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors on m'a expliqué, ma mère ou quelqu'un, que c'est la fin de la guerre, les Allemands se rendent.
Ah, c'était une nouvelle extraordinaire. Alors moi, j'étais trop petit, je ne me tenais pas debout, je n'arrivais pas. Et en effet, à un moment, j'ai vu que vaguement, il y a un drapeau blanc parce qu'il y a eu des plénipotentiaires, je ne sais pas, il y a eu un échange des négociations pour la libération du camp. Et puis, en effet, dans la journée, le camp a été libéré, dans le sens que les Allemands sont partis, on ne les trouvait plus, et on est parti vers l'entrée du camp. Mais moi, je n'arrivais pas à marcher. Et je me suis traîné comme j'ai pu jusqu'à l'entrée du camp, mais il y avait plein de gens, et il y avait des camions, c'était des Anglais qui rentraient, et ils lançaient des choses à manger, je pense, je ne sais rien, cigarettes ou des biscuits, tout ça. Et des gens, comme ils pouvaient les attraper, et moi, tout faiblard qui était derrière, je n'ai rien attrapé. Et j'étais vexé, parce que je suis revenu en pleurnichant voir ma mère en disant, j'ai rien à... Et en fin de compte, c'était ma chance, c'était heureusement, parce que j'aurais certainement mangé ça assez rapidement. Et à partir du moment où on a commencé à manger dans le camp, les gens commençaient à mourir des diarrhées, ils n'étaient pas habitués. Et moi, c'est ma mère qui a pris le contrôle de tout ce qui arrivait. Moi, j'ai hurlé parce que ma mère ne me donnait pas suffisamment à manger. Donc, je me réveillais la nuit pour voler, pour manger, mais ma mère était beaucoup plus maligne. Elle dormait, elle prenait le peu de manger qu'on avait en réserve, qu'on nous avait donné après. Donc, elle dormait dessus avec l'oreiller, de manière que je ne vole pas. Et moi, je détestais ma mère enfin, j'avais à manger. On me donnait rien, on me donnait très peu. Et ma mère m'expliquait, demain, tu vas avoir un morceau supplémentaire. Moi, je ne comprenais pas. Par contre, dans le camp, alors je peux vous dire là, on disait que les gens mouraient déjà avant de faim, mais alors là, les gens qui mouraient par diarrhée, il y avait des excréments partout, on glissait, on enjambait les morts. C'était quelque chose, on ne sentait plus les odeurs. Moi, je sais que je sentais pas, on marchait dans la merde. Je peux vous dire, c'était les premiers temps. Les gens mouraient comme des feuilles, ça tombait. C'était quelque chose d'épouvantable, mais c'est un spectacle qui me semble épouvantable maintenant, mais qui me semblait pas normal, mais dans lequel je vivais, me semblait tout à fait faire partie de mon... Et le nombre de décès après la libération était supérieur. C'était quelque chose d'affolant. Et ça, je reviens à ma mère, parce que quand même, elle avait la tête froide. Elle savait vraiment, elle a su tenir, intervenir au bon moment. C'est pour ça que, pour moi, je suis né 2 fois. La première fois, normalement, et la deuxième fois, elle m'a maintenu en vie, de manière qu'on puisse sortir du camp. Et pour moi, il y a en fin de compte, ma vie est partagée en 2. Tout ce qui est avant, jusqu'à la sortie du camp, et puis après, la nouvelle vie, dans un nouveau pays, parce qu'on a quitté l'Allemagne. Je me suis reconstitué pendant des années, parce que j'ai mis pratiquement 2 ans et demi de sanatorium pour récupérer. Je pesais 22 kilos, je ne sais pas quoi, je ne marchais pas. Et grâce à justement, je reviens à cette faiblesse, je crois que c'était un peu mon salut. Des fois dans la vie, il y a des choses qui vous arrivent, qui sont négatives, ou en fin de compte, qui ont un résultat positif. Voilà, donc je reviens à ma mère, parce que c'est vrai, c'est ma maman qui était là et qui nous a permis de venir ressortir de l'enfer. Mais alors, on ne pouvait pas parler avec elle. Donc jamais de cette chose. Je ne pouvais pas aborder ces sujets avec elle. Et aussitôt, en 3 minutes, elle me coupait ou elle ne voulait pas poursuivre. Donc, je n'ai pas pu avoir tous les détails, mais enfin, ça suffit. Il y a mon vécu. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez dans le camp, vous avez dit que vous étiez en colère contre votre mère, est-ce que vous vous rappelez de l'image que vous aviez d'elle? Parce que j'imagine qu'elle aussi avait beaucoup souffert de la faim, mais est-ce que c'est
Quelque chose que... Ben, une image, je sais pas, pour moi c'était ma mère, mais elle était aussi en loque, parce qu'on était tous en loque dégueu, sale, il y avait plus, à la fin il y avait plus rien, hein. Il y avait aucune hygiène, on était complètement habitués. Et ma mère, c'était pour moi quelqu'un qui était très sévère. Parce que cette partie de fin de guerre, là, et puis même le début de la libération, je ne comprenais pas qu'en fin de compte, on est libre, en fin de compte, on peut manger, et puis qu'on m'empêche. Moi, je ne pouvais pas écouter, on ne pouvait pas m'expliquer. On m'a expliqué bien après. Et on a essayé, je pense, de m'expliquer qu'on ne peut pas, c'est dangereux. Mais moi, j'avais 8 ans, et puis je rêvais quand je voyais un morceau de pain blanc ou du lait. C'était le rêve de ma vie. Et quand ce rêve, je ne pouvais pas accéder, il était à ma portée de ma main, et on me disait non, tout à l'heure, tu vas en avoir un morceau. Moi, je ne comprenais pas. Alors, c'était inhumain pour moi. Et je peux vous dire que j'ai détesté ma mère pendant une période. C'était quelqu'un, pour moi, vraiment, je ne l'aimais pas. Et alors, je me suis toujours... Bon, je me reproche un petit peu, mais enfin, je comprends un petit peu, maintenant je m'analyse. C'est normal, mais c'est grâce à ses agissements, à sa comment dire, elle avait sa volonté de vous, sa volonté, vous et puis sa tête froide, elle pouvait analyser tous les événements. Voilà, donc pour moi, ma mère, c'était quelqu'un je dirais, une mégère, une personne... Je sais qu'il y a une période qui était très dure, hein. Puis après, bon, une fois qu'on était en Suède, tout s'est amélioré parce que j'étais plus en contact avec ma mère. Et bon, j'ai compris peut-être quelque chose. Et puis avec le temps, ça s'est... Donc concrètement, comment ça s'est passé? Vous avez été libéré et ensuite, où est-ce que vous... Alors on a été libéré dans le camp. J'étais très faible. Tout ça, il a fallu nous remonter un peu. Moi, j'étais pas transportable. J'étais très faible. On nous a logés dans des maisons des Allemands, des Bergen-Belsen. Je sais pas où. On était dans une maison. Une maison. C'est important parce qu'on était que dans les baraques, hein, pendant tout le temps. Donc on s'est trouvé dans une maison à plusieurs familles. Et je suis tombé malade. J'ai eu une réaction très violente à l'alimentation. J'étais couvert de furoncles. Je me suis mis à souffrir. J'étais surtout ici, dans la partie génitale et tout ça. J'avais des furoncles et tout. J'étais dans un état de faiblesse terrible. Et on m'a hospitalisé dans un hôpital militaire. Et on ne savait pas quoi faire avec moi. Alors maintenant, je peux vous dire les deux choses. Parce que je l'ai vécu de ma mère, que je suis après, et je la comprends depuis que je suis père aussi. Elle était folle d'angoisse. Elle a dit, j'ai sorti ce garçon dès la guerre, et là, il va me claquer dans les mains. J'étais dans un état dans un très mauvais état de santé. On ne pouvait pas intervenir sur moi. On ne savait pas quel médicament me donner. Il y avait des pommades, je me rappelle, j'avais des visites. Tous les jours, il y avait des docteurs militaires qui passaient. À un moment, on m'a mis seul dans une pièce, parce que je souffrais tellement. Et puis, les furoncles ne se sont pas résorbés, mais enfin, avec des pommades, tout ça, mais j'ai attrapé une pleurésie. Et je m'étouffais. Alors là, j'étais vraiment... C'était horrible. J'avais une pleurésie, mais une pleurésie normale. Hein. Attention, pas purulente. Attention, parce que ça... Et c'est là que je me rappelle, j'étais vraiment gardé nuit et jour même j'avais des infirmières allemandes, très gentilles, pourquoi pas, hein, qui s'occupaient de moi. Et on m'a ponctionné. Ça, je me rappellerai toujours quand on m'a ponctionné 100, 200, 300, ou je ne sais pas quoi, ils disaient, c'est certainement les seringues. Et quand ma mère est venue, on a montré l'haricot avec le liquide qui était dans mes poumons. Ça m'a soulagé. Et puis c'est là que j'ai commencé à sortir, de récupérer. Et on m'a mis sous une tente, un hôpital militaire, un hôpital en plein air sous tente, pour me reconstituer un petit peu la santé, me rendre transportable.
Et au bout de je ne sais pas combien de mois, oui, c'est ça. En juillet 45, grâce aux photos et tout ça, j'ai été transporté par un transport sanitaire Bernadotte vers la Suède. Il y avait beaucoup de monde. On nous a amenés de Lübeck par un bateau sanitaire. Je me rappelle, on avait des grandes croix partout pour, au cas où, qu'on ne confonde pas. Pourtant, la guerre était terminée. Hein. Et il y avait beaucoup de gens. Et moi, on m'a mis en Suède, à Malmö. On m'a mis dans une maison, une belle villa, où il n'y avait que des enfants comme moi, de différents âges, nationalités. Alors là, c'était la Babel. Hein. On s'est retrouvés là-dedans pour améliorer notre état, pour nous soigner, en effet. On avait une assistance médicale journalière. Alors là, c'était le paradis. D'abord, la propreté. D'abord, quand on est arrivé dans ce pays, tout était beau. Il n'y avait pas une ruine. Parce que tant qu'on roulait en Allemagne, on voyait que des ruines, que de la saleté et des machins. On arrive en Suède, le peu que je voyais c'était tout clean, comme on appelle, tout beau. Pas une maison détruite. Tout le monde bien habillé. Nous, on nous amène dans une belle maison, une villa. Dans cette villa, on est dans des chambres, on a des draps blancs, on a tout. On a à manger tout ce qu'on veut. Autant qu'on veut. Du pain blanc, tout ça, c'était le paradis. On pouvait demander, tu veux encore un pain, du beurre, tout ça. On nous habillait merveilleusement bien. Entre autres, je su que c'était le Joint Distribution Committee qui participait. On était sous l'égide de l'UNRWA. C'est l'UNRWA qui nous a transporté les transports Bernadotte. Donc, bon, il y avait des organisations internationales là. C'est pour ça que j'oublie jamais, même actuellement, quand il y a des dons à faire, j'oublie pas que j'en ai profité et qu'il faut faire profiter les autres. Alors, le Médecins du Monde ou autre chose, ou même l'UNRWA ou l'UNICEF, par exemple, je l'oublie jamais. Parce que ça, je le considère, bon, j'étais aussi dans un mauvais passe et il y a des gens qui se sont occupés de nous. Alors, c'était vraiment le paradis, l'hiver. On avait des patins à glace, on jouait, on avait des jouets, on avait tout. Une merveille. Vous étiez avec votre mère? Non. Non. Ma mère était ailleurs et elle travaillait en usine même. Pour gagner, elle m'a payé un vélo. C'est mon premier vélo. J'avais envie d'un vélo, alors elle a travaillé. Je sais que ça lui a coûté la pauvre. Maintenant, je me rends compte. Elle m'a fait plaisir. Mon premier vélo, parce que je voulais un vélo, j'avais un vélo. De tous les côtés, c'était le paradis, c'était une merveille. Je garde un souvenir de la Suède, où je suis resté 2 ans et demi, vraiment fantastique. Et en plus, bon là, enfin, on m'a appris à lire et écrire. Parce que le peu que je savais, j'avais commencé à apprendre quand j'étais à Budapest ou à Varsovie, mais ma mère, à Varsovie, m'a retiré de l'école. Parce que les Allemands faisaient des rafles dans les écoles, comme ici. Et ma mère ne voulait pas que je me fasse rafler. Donc, ma scolarité a été très réduite. Et en plus, avec tout le choc de l'internement, je ne savais ni lire ni écrire, et je n'étais pas le seul. Parce qu'on nous apprenait à des garçons de 12-13 ans, et entre autres, moi j'avais 8-9 ans, on nous apprenait A, B, C. On avait des leçons d'alphabétisation. Et au sein de cette école, dans différentes langues. Mais enfin, A, ça se prononce A dans toutes les langues, donc ça se passait bien. Et il y avait une autre chose qui m'a fait vraiment plaisir et que je me posais beaucoup de... Qu'est-ce que c'est juif? Et c'est là qu'on nous a appris l'histoire juive et qu'il existe des juifs. D'où ils viennent les juifs? Je savais rien. Et je n'étais pas le seul. Hein, surtout, il y avait des enfants hongrois, il y avait des enfants qui n'avaient aucune... Puis même, ils étaient jeunes, ils ne se souvenaient pas. Maintenant, je me souviens que quand j'étais à Budapest, un certain jour de la semaine, tous mes oncles, mes tantes, tout le monde se réunissait chez ma grand-mère, où il y avait une bougie qui était allumée. J'ai décodé ça, après la guerre, auprès de ma famille, c'était le vendredi. J'ai décodé ça, mais
bien 10 ans après la guerre. Je disais à ma tante qui habitait l'Italie, je lui disais, explique-moi pourquoi on allait chez Egon, chez Imre, il y avait une bougie, tout ça, que c'était un vendredi. Vous voyez, voilà mon éducation du judaïsme. Je savais même, pour moi, c'était symbole. La bougie, c'était le symbole de la réunion familiale. Parce que je retrouvais mes cousins, mes oncles et tout ça, puis on mangeait bien. Ça n'avait pas plus de signification que ça. Ouais. Maintenant, j'ai compris que c'était ma grand-mère qui allumait une bougie pour le Shabbat. Voilà mon éducation, l'éducation qu'on avait. Donc, en Suède, c'est là qu'on a eu un semblant un petit peu d'histoire, et même donc déjà apprendre à lire, un petit peu à nous dégrossir, hein, parce qu'on n'avait rien, et puis apprendre un peu ce que c'est le judaïsme. L'histoire juive un peu survolée, et je sais que ça me passionnait. Et ça m'a toujours passionné, parce que même après, quand je suis venu en France, j'ai continué à apprendre, j'ai même passé ma bar mitzvah beaucoup plus tard, mais ça me passionnait parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai souffert? Je voudrais savoir ça. Bon, je suis juif, d'accord, mais pourquoi on fait souffrir les juifs? Donc j'ai appris toute l'histoire, un peu toute l'histoire du judaïsme. Voilà, et puis moi-même, j'ai compris un peu les choses. Ça ne m'empêche pas de ne pas être religieux. À ma façon, je ne vais pas nier mon origine. C'est pour ça qu'au début, quand je vous disais, on est d'origine, je suis de nationalité française et des confessions israélites. C'est comme il y en a des Français qui sont des Français et des confessions chrétiennes ou musulmanes, maintenant il y en a beaucoup, ou protestantes. Voilà. Et en Suède, vous avez appris quelle langue en fait? En Suède, alors là, c'était le Capharnaüm. Je parlais le suédois, mais pas tellement. On parlait surtout l'allemand, en fin de compte, parce qu'il y avait beaucoup de Tchèques, Hongrois, et beaucoup d'enfants de pays de l'Est. Donc on baragouinait, même il y avait des Polonais, des trucs comme ça. Je me rappelle, il y a un couple qui s'occupait de nous. Il y a un monsieur, je ne me rappelle plus, quand j'ai les photos. Et alors, il nous faisait des cours dans différentes langues, mais surtout en allemand. Vous parliez encore, vous, allemand, et vous aviez... J'ai toujours continué à parler allemand, surtout avec ma famille hongroise, parce que j'ai complètement oublié le hongrois. Je comprends un peu, mais j'ai complètement oublié le peu d'hongrois que j'avais appris à Budapest. Je l'ai oublié parce que d'abord, en contact de ma mère, on parlait polonais, ou allemand avec la famille, ou dans les camps en allemand. Et même, je comprenais très bien dans les rues autre chose quand les Allemands hurlaient, parce qu'ils hurlaient tout. Pour moi, c'est marrant, cette langue, c'est une langue hurlée. Parce qu'en effet, dans les camps, je les entendais que hurler. Donc, j'ai eu une a priori pendant un moment avec cette langue, puis après, je me suis dit, c'est une langue. Ça peut servir, ça peut même servir à la compréhension. Et j'ai continué à parler allemand, j'ai essayé même de lier amitié avec des Allemands, des jeunes Allemands, pourquoi pas, ils ne sont pas fautifs pour moi. Et j'ai même un très bon ami allemand, lui il était dans la Wehrmacht, mais enfin, il a sauté sur une mine en Italie à 18 ans, donc c'était dans la Wehrmacht ou devant le peloton. Il connaît mon histoire, on connaît une histoire, mais c'est pas, j'en veux pas à des jeunes d'une autre génération. Je n'ai pas la haine de l'allemand. Ma mère avait la haine de l'allemand. Et ça, je ne le supportais pas. J'ai essayé toujours de lui expliquer que ça n'avait aucun rapport. C'est une chose, les Allemands, le régime. Et ça, j'étais très content que je n'ai pas eu cette haine, parce que c'est un... Je ne comprends pas. Voilà. Et avec votre mère, vous essayez de nouer le contact après la guerre, de comprendre ce qui s'était passé, vous essayez, non? Vous avez dit qu'elle avait jamais voulu raconter. On n'a jamais... Ma mère n'a jamais essayé de comprendre autre chose. Pour elle, c'était un passé dramatique. Elle ne voulait pas en parler, même écouter. Le peu de fois où je suis venu pour lui demander un renseignement ou lui montrer quelque chose, et ma mère ne voulait pas poursuivre. Tout de suite, elle rompait la discussion
en disant oh là là, c'était trop dramatique, non, je me souviens pas. Souvent elle disait comme ça, je me souviens pas. Ou des fois elle confirmait quelque chose, oui, c'était comme ça, comment se fait-il que tu te souviens de ça? Je disais, mais c'était comme ça, tu te rappelles? Mais comment, c'est formidable. Bon, laisse-moi tranquille. Ouais, bah, tu te souviens très bien, bon, garde ça pour toi. Bon, et ça m'a pas manqué, mais parce que c'était quand même, jusqu'à la disparition de ma mère, c'est une autre tranche de vie, quelque chose de très sombre. Mais je me suis rendu compte quand même que c'est de la mémoire, qu'il fallait la transmettre, au moins à mes enfants. Et même, ça fait partie d'une histoire globale sur la Shoah. Alors si je peux apporter mon petit grain, c'est pour ça que ça m'a coûté même de faire les témoignages ou de parler, même des interviews comme ça j'aime pas tellement. Mais je sais que c'est nécessaire, c'est pas toujours très bon pour moi, mais c'est bon pour le reste, et puis bon, je comprends. Si ça peut servir, si je peux apporter ma petite pierre au tas de pierres que les autres, ben voilà. Et surtout que j'ai une histoire assez rocambolesque, surtout au début de la guerre, qui est vraiment un peu particulière. Bon, ça m'apporte un peu la note, le sourire, sourire ou même l'interrogation, parce que vraiment, c'est très particulier cette. Effectivement. Ouais. Et je voudrais savoir comment vous êtes resté 2 ans et demi en Suède. Vous êtes venu directement en France ensuite? Ou non, alors la Suède, une fois que j'étais bien, comment dire, pardon? Remis, vous étiez bien remis, vraiment bien récupéré. J'ai eu l'autorisation médicale de quitter le pays. Ma mère voulait pas rester en Suède, elle trouvait que j'avais pas d'avenir. C'est toujours moi. Je passais toujours, c'est pas elle, c'est toujours moi. Ne vous étonnez pas, tout ce qu'elle faisait, même après, elle a toujours fait en fonction de moi. Même moi, quand je lui disais, mais maman, je suis grand, je vais être un... Non, c'est toujours Richard. C'est toujours mon fils. C'est toujours mon petit. Donc, elle m'a dit, non, on va pas rester là. On va aller en Hongrie, parce qu'il y a de la famille là-bas. Peut-être qu'il aura un meilleur avenir. Donc, on est parti officiellement à Budapest. Mais on est mal tombé. On était en 1948. C'était en plein communisme. Et ma famille, la plupart, pliait bagages, fuyait le pays. Fuyait officiellement. Parce qu'ils avaient, comme c'est des gens qui avaient beaucoup de relations, des gens qui ont toujours été qui ont voyagé, comme par hasard, ils ont retrouvé des passeports italiens. Pour ça, dans la vie, il faut toujours garder quelque chose, un bout de papier. Ils avaient double nationalité d'un seul coup. Pas tous, mais ils partaient. Donc, ils partaient en Italie. Alors, ils disaient, nous, on ne reste pas là. Pour Richard, ça ne vaut rien. Le communisme ne reste pas ici. Repars en Suède. Au moins, tu es dans un pays libre. Alors, ma mère ne voulait pas revenir en Suède. Elle a dit, eh bien, dans ce cas-là, on va aller en France. Pourquoi? Parce qu'elle avait un frère ici. J'avais un oncle avec une tante et un cousin que je ne connaissais pas. Qui était en France depuis combien de temps? Ils étaient là depuis avant la guerre. Ils ont traversé la guerre, se sont cachés à Grenoble, tout ça. Ils ont traversé la guerre. C'est comme nous, parce que après la guerre, on nous a retrouvés aussi, la famille hongroise. Ça, je ne vais pas raconter. C'est que après la guerre, nous, on ne savait pas qui était vivant, qui était survivant, et eux non plus. Et nous, on était dans des camps de réfugiés ou à l'hôpital. Donc, on était sur des listings. On cherchait un peu, mais ma mère avait d'autres tracas, c'était ma santé. Et ma famille de Budapest, elle nous a raconté comment ça s'est passé. Ils avaient fait une demande de recherche à la Croix-Rouge internationale en demandant en donnant notre nom, notre date de naissance, Olga Strauss, née tant, et Richard Strauss, ils sont survivants. Et tous les jours, à la radio, la Croix-Rouge hongroise transmettait une liste des gens survivants qu'ils avaient. Et lors d'un repas de midi à table, ils ont entendu notre nom.
qu'on était vivants, ma mère et moi, Richard Strauss, né, et Olga Strauss. Ça a été une bombe. Alors ils ont pris contact avec la Croix-Rouge. Et c'est comme ça ils ont su qu'on était vivants. Et quand on était en Suède même, mon oncle, grâce à ses relations, était le premier, il est venu de Hongrie pour nous voir. Et ça, c'était très émouvant de voir quelqu'un, un membre de ma famille. En plus, il m'a offert une montre, c'était ma première montre, je l'ai encore. C'était un souvenir fantastique. Donc la famille de votre père à Budapest avait été épargnée Alors eux, ils étaient plusieurs frères, sœurs. Ils se sont tous... Oui, il n'y en a pas un qui a été pris. Il y en a qui se sont cachés. Ils se sont cachés. Il y en a qui ont changé de nom, qui ont conservé le nom. Et actuellement, donc, une partie est partie donc, en Italie, d'autres en France et des France à Montevideo, en Uruguay, une autre partie aux États-Unis. Donc, cette famille s'est dispersée un peu. Et puis, il y en a une petite qui est restée à Budapest. Je suis toujours en contact. J'ai une cousine germaine qui est mariée, qui a une petite cousine. Mais nos enfants se sont rencontrés les uns chez les autres. On était chez eux, ils sont venus chez nous. On est toujours en contact. Hein, on a le contact. À Montevideo, j'ai un cousin, mais il a 80 ans. Mais il a ses filles. Il y en a une qui vit en Autriche, qui ne m'a appelé pas plus tard qu'hier. Vous voyez, donc une autre est en Uruguay. Donc il y a une dispersion, il y a un peu la famille, mais surtout la famille hongroise. Et la famille française, côté mon père, et côté de ma mère, pardon, bon, son frère, il est décédé, ma tante aussi. J'ai un cousin germain qui est à Paris. On s'est vu il n'y a pas longtemps, on a été manger au restaurant, on se voit régulièrement. Les liens du sang nous tiennent un petit peu, parce que je n'ai pas énormément d'affinité avec lui, mais la seule, c'est que c'est mon cousin germain. Et on n'est déjà pas nombreux, parce que j'ai des amis où je suis plus proche qu'avec ses cousins. C'est normal, la famille, on ne la choisit pas, on l'impose. Mais bon, donc voilà notre chemin, on est remonté comme un vrai juif errant, donc de la Suède, la Hongrie, dès la Hongrie, mes parents, donc ma mère ne voulant pas, mon oncle s'est débrouillé pour lui avoir un visa sans retour. Donc on est parti officiellement sous un régime communiste. Il a fallu avoir des relations, donc on a pris le train. Et on est arrivé en France au mois de juillet, juillet-août. 48. En France, la première impression de la France, la grève de la SNCF. On est arrivé dans la gare de l'Est en grève. On venait de Vienne, quoi, un train qui... Vous savez, on voyage des journées. Voilà, on a retrouvé un petit peu la famille, mais enfin la famille avait aussi ses problèmes. Donc c'était très dur la vie au début ici à Paris. On était à l'hôtel, moi je parlais pas le français, et je m'ennuyais, on comprend pas. Donc il a fallu me placer dans une maison d'enfants. Donc il y avait des organisations juives, tout ça qui ont aidé. Il fallait m'apprendre la langue. Donc j'étais versé dans une maison, dans un château qui appartenait au Rothschild dans le Seine-et-Marne, à la Guette. J'étais l'enfant, c'était vraiment celui qui était le seul qui ne parlait pas français. On s'occupait en particulier, la baronne de Rothschild, Édouard, s'occupait de moi. Chaque fois qu'elle venait, elle testait mes progrès en français. Et puis bon, j'avais un enfant déporté, malgré ça, donc ça moi je ne savais pas ce que c'est. Pour moi, ce n'était pas une référence, ni rien d'extraordinaire. Voilà. Vous me retrouvez en France. Bon, je vous écoute. Non, mais je voulais savoir ensuite comment vous avez... Moi, je voulais savoir, oui, après, quand vous avez 12 ans, vous arrivez en France, en 48, comment ça s'est passé? Vous avez appris le français? Alors, c'était très dur, comme je vous disais. J'étais donc dans une maison d'enfants à la Guette, ça s'appelait vers la Seine-et-Marne. C'était un château de Rothschild, où il y avait des enfants qui étaient là de différents... Je ne voyais pas la différence, en fin de compte. Mais c'était les Rothschild qui s'en occupaient, c'était des enfants en difficulté. Donc moi, on m'a mis dans une classe, il y avait un instituteur qui s'est occupé de moi. On m'apprenait un petit peu rapidement. Et puis, en effet, en quelques mois, je me comprenais bien. Puis les enfants, on se comprend bien. Puis j'ai appris très vite le français courant.
Mais tout était bâclé, hein, parce que j'avais aucune base, rien du tout. J'avais quand même 12 ans, je savais à peine lire et écrire, parler français niet, polonais oui, allemand oui, et puis c'est tout. Et j'avais 12 ans. Alors là, j'ai cavalé un peu, mais comme j'étais un grand, on m'a décidé qu'il faut que j'apprenne un métier. Il faut que j'aille dans un centre d'apprentissage. Et on m'a, à la fin de l'année, le peu que j'ai appris, quelques mois, on m'a mis dans une maison d'enfants à Moissac, où c'était géré par un couple fantastique, Simon et Chata, c'était des surnoms. Il y avait une ambiance très spéciale, très scout. Et il y avait plein d'enfants. C'était un centre d'apprentissage sous l'égide de l'éducation nationale, mais il n'y avait que des enfants des camps, des enfants qui ont souffert, des enfants pendant la guerre, qui ont souffert beaucoup. Donc, qui étaient là. Donc, on m'a fait apprendre un métier, mais alors là, monteur électricien. J'étais en classe, la première année, c'était horrible. Je ne comprenais pas grand-chose. Et il y avait un professeur d'origine russe qui m'a appelé mots techniques, parce qu'à chaque fois, je ne comprenais pas. Il y avait des mots techniques, tout ça. Déjà, en français, c'était difficile. En plus, il y avait des mots techniques, il y a un langage technique. Donc, moi, j'étais dans cette école. Je suis resté 4 ans, parce que j'ai redoublé la première année, parce que même le directeur a dit à ma mère, vaut mieux qu'il redouble. Très bonne idée, parce que ça m'a permis de bien asseoir tout ce que j'avais appris un petit peu et de faire le point. Pendant ce temps-là, ma mère habitait dans un hôtel, dans une petite chambre par la gare de l'Est. Elle se débattait comme elle pouvait avec l'aide du Joint Distribution Committee. Elle faisait du marché noir, avec les cigarettes, avec des bas de nylon. Elle se débrouillait, je ne sais pas comment, et moi j'étais dans cette maison, dans ce centre d'apprentissage à Moissac pendant 2 ans. Après, cette maison a déménagé près de Creil, à la Versine, où j'ai terminé donc mes études de monteur électricien. Au terme de 4 ans, et je suis très fier, j'ai réussi mon certificat d'aptitude professionnelle en monteur électricien. C'était une grande fierté, c'était mon premier diplôme que j'obtenais, et du premier coup. Et j'étais pas français à ce temps-là, j'étais pas le plus mauvais, et je peux vous dire, j'en suis encore fier, parce que arriver, ça m'avait coûté beaucoup d'efforts, mais il y avait un résultat. Et bon, dans ce cas-là, tout de suite, on m'a lancé dans la vie professionnelle, surtout pour aider ma mère. Mais donc c'était un travail très difficile sur les chantiers, tout ça. Je me suis dit, oh là là, je suis pas fait pour ça. Il faut que je me débrouille différemment. Mais comment faire? Il faut pousser, il faut étudier plus loin. Mais comment étudier plus loin? J'avais pas les moyens. Alors j'ai essayé par des cours du soir pendant des années. Et moi, j'étais dans des maisons d'enfants parce que je pouvais pas habiter avec ma mère. Donc pendant plusieurs années, j'ai loué des chambres avec des copains, où j'étais dans des maisons d'enfants, des foyers à Neuilly. Et puis, bon, je travaillais, j'aidais un peu ma mère, parce qu'il fallait quand même, c'était l'objectif primordial. Ma mère se débrouillait, mais il fallait quand même régler et sa chambre d'hôtel et tout ça. Mon oncle à Paris, je peux pas dire non plus, il l'aidait un petit peu, mais il avait aussi ses soucis, il fallait sa famille. On avait retrouvé un oncle aux États-Unis, qui était le frère de ma mère, qui avait émigré bien avant. Il nous aidait un petit peu aussi. Donc c'était la situation d'immigrés vraiment à 100%, un peu séparés, mais on se débrouillait tout seul. Donc moi j'ai travaillé dans différentes boîtes, j'évoluais difficilement, je faisais de temps en temps des cours, je trouvais un job, et puis j'avançais, si vous voulez, grâce aux cours du soir, pendant des années, j'ai pu évoluer dans mes différents métiers et progresser. Et donc, je terminais une carrière donc, en tant qu'ingénieur électricien. Et après, bon, j'ai bifurqué même bien après, bon, quand la situation s'est améliorée,
On a eu de l'argent des dommages de guerre. On a pu s'installer confortablement, un appartement et tout ça à Paris. Et ma mère n'avait plus de problème de revenus parce qu'elle touchait une pension honorable. Hein, donc on a repris une vie normale. Et moi, donc, je continuais toujours dans cette voie pour améliorer. Mais c'était pas facile parce que j'avais pas de base. J'avais pas un cursus normal. Et j'avais toujours des difficultés pour moi d'apprendre. C'était plus difficile que les autres. Je bossais, je passais des dimanches et je peux vous dire, le découragement, j'en ai eu. Hein. Et ça n'a pas toujours été une réussite. Mais en fin de compte, j'ai bien progressé. Je trouve que j'ai bien terminé ma vie professionnelle. Mais ma plus belle réussite, c'est, je crois, ma vie privée. Quand même, parce que c'est quand même fantastique d'en arriver là où j'en suis. J'ai pu créer une famille, constituer une famille. Je me suis marié bien tard, sur le tard, parce que je voulais vivre, profiter un petit peu de la vie, enfin respirer, voyager. Quand je pouvais, enfin, je gagnais bien ma vie, ma mère n'avait pas de souci d'argent. Je me suis mis à voyager, à connaître, à me permettre certaines choses. Donc, on ne pouvait pas parler de mariage. C'est pour ça que je me suis marié, j'avais plus de 40 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, je considère. Hein, alors j'ai eu la chance d'épouser une femme extra, hein, parce que c'est vrai. Et bon, je me suis fait avoir. Excusez-moi. Non, j'ai surtout pensé que j'ai pu créer une famille, c'est ça. J'ai eu 2 enfants, donc le premier, ça a été vraiment le choc de ma vie. Et c'est là que je vais craquer encore une fois en vous disant ça, à la naissance de vous. Il y a une vie précédente et il y a toute cette nouvelle vie après la guerre. Hein, et puis surtout quand j'ai repris le cours normal de ma vie et j'ai créé une famille, donc avoir un enfant c'était quelque chose de fantastique. Je me rappellerai toujours le jour de naissance de mon fils, quand j'ai appelé ma mère, on n'a pas pu parler au téléphone. Et même maintenant, quand je repense à ce moment, par rapport à la mort, à l'extermination, à la chance que j'ai eue, donner la naissance à un enfant, c'est quelque chose d'incroyable, qui était pour moi... Donc c'est une chose qui n'est pas naturelle. Ça se passe normalement chez les autres. Pour moi, non, c'est un plus. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû... En principe, on avait tout fait pour que ça n'arrive pas. J'avais tout contre moi, et la chance dans le malheur, parce que dans le malheur, il faut avoir de la chance. Et la chance, pour moi, bon, il y avait la chance, et entre autres, il y avait toujours à côté ma mère. C'était quand même un élément qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est primordial. C'est la présence de ma mère, de la poigne de ma mère, de la poigne. Donc un enfant, pour moi, c'est... 2 enfants, j'ai eu beaucoup le choix du roi, comme on dit, et une fille après. Ah, c'est merveilleux, là, un garçon qui a 25 ans, qui a bien réussi dans sa vie professionnelle, une fille qui termine ses études aussi dans l'école de commerce, et puis ça marche, avec tous les problèmes que ça peut poser dans la jeunesse, là, j'en ai pas eu, donc je considère que c'est une merveille. C'est pour ça que, pour moi, tous ces symboles sont très importants. Quand j'ai fait un voyage à Bergen-Belsen il y a 5 ans, dans le cadre d'un voyage commémoratif, il y avait ma fille. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'impact que ça m'a fait de me promener avec ma fille dans le camp. Ça continue. Pourtant, il n'y a rien à Bergen-Belsen. Il n'y a que des monceaux de terre où il y a que des morts et tout ça. Mais c'est un symbole fantastique. Ma fille est là, sur le même terrain où je devais mourir. Ça me rend encore sensible. Je ne peux pas être indifférent là-dessus. C'est des moments très très forts. Pour moi, et c'est pour ça à chaque fois je craque, mais c'est intérieurement.
Et bon, c'est la joie en fin de compte. Mais c'est la joie qui se transforme en larmes de joie, voilà. Prenons, positivons. Et je suis positif de toute manière. Je trouve que tout ce qui arrive actuellement, pour moi, c'est merveilleux. Tout ça, c'est en plus. Et ça m'a toujours aidé, en fin de compte, tous ces malheurs que j'ai eus. Quand je me trouvais dans un moment de démoralisation ou de problème, il suffisait que pendant une seconde, je pense à ça, je dis, mais t'es idiot, mais qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout par rapport. Clac! Moralement, ça me donnait un coup de pichenette. Et hop, on oubliait ou on le prenait bien. On était optimiste, on disait, bon, ben, on positive. C'est la même chose quand j'avais des moments de joie intense, il se passait quelque chose. Il suffisait qu'à ce moment-là, des fois, j'ai des flashs qui arrivent, ils disent, oh là là, par rapport à ça, tu te rends compte quelle chance tu as? Oh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire ce que tu es en train de vivre. Mais c'est très rapide, clac, clac. Ça démultiplie ma joie encore plus. Et voilà. Mais je ne vis pas avec... je ne rêve pas, c'est pour ça que j'évite le plus possible de raconter, de parler, de témoigner. Parce que mais quand même, je n'oublie pas. Mais je voudrais pas me complaire. Je trouve qu'il y a certaines personnes qui, je sais pas, pouvoir raconter cette histoire comme ça, à tort à travers, surtout avec des étrangers, je m'en excuse avec vous, mais je sais dans quel but c'est fait. Je ne pouvais jamais avant de m'exprimer comme ça devant un étranger. Moi, j'ai des amis, justement, il n'y a pas longtemps on en a discuté, ils ont mis des années à connaître une partie de mon histoire. Un soir, on était avec ma femme autour d'une table à 4, d'un seul coup, j'ai démarré. Je ne sais pas comment, mais pendant des années, ils savaient que j'étais déporté, mais je n'ai jamais parlé. Et pour m'exprimer, il fallait quelqu'un, que je sois en confiance, que je sois avec quelqu'un. C'est normal, c'est intime. Pour moi, c'était quelque chose à moi. Et en fin de compte, que je me rends compte, c'est à moi, mais ça fait partie quand même de l'histoire des autres aussi. Et c'est depuis depuis ce moment-là que je témoigne, et puis je parle un petit peu. Bon, voilà, donc comme je dis, j'apporte ma petite pierre sur le tas. Et c'est à quel moment que vous avez cherché à reconstituer, à la fois reconstituer ce qui s'était passé et à le confronter avec vos souvenirs d'enfance pendant la guerre? C'est surtout, je dirais, il y a eu un déclenchement déjà quand on a fait le premier enregistrement dans le cadre avec Spielberg. C'est un ami déporté qui m'a encouragé. Il m'a dit, il faut absolument... Et je sais que cette interview a été pénible pour moi. J'en ai vraiment... J'ai un souvenir terrible. J'étais très émotif. C'était la première fois où je parlais vraiment comme ça devant quelqu'un, un étranger, excusez-moi, je m'exprimais. Et en plus, c'était comme vous, il y avait un intervieweur, donc il me recadrait à chaque fois. Et ça durait plusieurs heures. Et c'était avant le décès de ma mère encore, elle était déjà pas en bon état, donc en 97 ou 96. Et je l'avais fait dans ce sens-là, mais c'était une des premières fois, mais je me suis promis de plus le faire, parce que ça m'avait tellement bouleversé. Je me rappelle, ce soir-là, je sortais voir Tango Argentin, ça m'a gâché la moitié du spectacle, mais heureusement que j'avais ce projet, parce que ça m'a permis... En effet, au bout d'une bonne heure, d'un petit peu d'émerger, de pas rester dans... Autrement, j'aurais pas dormi de la nuit. Ça m'avait fait vraiment une impression très très forte. Alors maintenant, quand je parle, je suis beaucoup plus... je prends un peu de recul, si je peux. Il y a des moments, il y a des choses que je raconte. Non, la preuve en est que... Bon, je craque, mais... J'essaie de pas trop souffrir et d'être le plus fidèle possible. Mais des fois, c'est le cœur qui parle, où il y a un souvenir très propre qui vient. Alors, comment c'est venu? C'est quand, après le décès de ma mère en 98, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais le seul détenteur de mon histoire. Et je me suis trouvé, donc c'est là que j'ai pris l'initiative d'abord de rejoindre une amicale des anciens qui puisse me raconter un peu mieux l'histoire pour remettre les dates et tout ça, et puis de témoigner dans les écoles ou d'apporter des témoignages tels que celui-ci de mon histoire. Donc je raconte mon histoire de ce jeune garçon avec l'optique de ce jeune garçon.
jusqu'à ce jour, si je peux, voilà. Je vous remercie. Je crois que ce sera le mot de la fin. De rien.